La teneur de leur rencontre dans ce journal. Dominique Ouattara est à Genève en Suisse en vue de faire évoluer les textes sur le travail des enfants pour une prise en compte du modèle africain de socialisation par le travail. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en a parlé avec le DG de l'OIT. L'épouse de Papa Wemba est à Abidjan 24 heures après le décès de l'artiste. Elle est accompagnée du gouverneur de la province du Sankourou, la région natale de Papa Wemba, avec eux une délégation venue de la RDC. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président Ouattara a échangé avec le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, Jonathan Cooker, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président Ouattara. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboulin étaient au palais présidentiel. Diplomate nigérian, Jonathan Cooker aura été pendant près de 5 ans le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. En fin de mission, il est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'hospitalité reçue en terre ivoirienne restera le meilleur souvenir du diplomate nigérian. Je lui remercie pour l'amitié que la Côte d'Ivoire nous a faite et puis de lui dire que je suis disponible pour d'autres fonctions si on me fait appel à tout moment. Je suis pour la CEDEAO et pour la Côte d'Ivoire. Avant d'être le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO sur le sol ivoirien, Jonathan Cooker a été pendant 8 ans ambassadeur de la République fédérale du Nigeria près la République de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara veut s'inspirer du modèle de développement tunisien. Alassane Ouattara l'a dit après une rencontre aujourd'hui même avec le chef du gouvernement tunisien Habib Essid. Habib Essid est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 8e session de la commission mixte ivoiro-tunisienne. Suivons ce reportage pour savoir ce que les deux hommes se sont dit. En matière de coopération sud-sud, la Tunisie accorde un point d'honneur à ses relations avec la Côte d'Ivoire, son 3e partenaire économique en Afrique subsaharienne. Chose qui témoigne de la présence à Abidjan depuis dimanche du chef du gouvernement tunisien, Habib Essid. Reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi, il dit placer cette visite sous le signe du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. C'était une occasion pour transmettre à M. le Président les salutations de son frère, M. le Président de la République, Béji Qaïd Sibsi. Ça a été une occasion pour revoir les liens de coopération qui existent entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Ces liens, comme je disais, très anciens, mais qui nécessitent d'être renforcés. Les encouragements et le soutien qu'a apporté M. le Président de la République pour renforcer ces liens de coopération. Qualifiant les échanges avec le chef du gouvernement tunisien de fructueux, le président Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur les domaines de coopération entre les deux pays. Nous savons qu'il y a des pistes de coopération qui sont donc possibles et qui peuvent être renforcées entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que nous puissions renforcer ces liens et que nous puissions aller de l'avant et profiter surtout de l'expérience tunisienne en matière de formation, en matière de tourisme, en matière technologique. Je lui ai demandé de transmettre nos salutations fraternelles au président Essebsi et surtout lui dire que la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle tunisien. Nous avons des entreprises tunisiennes ici qui font un excellent travail dans le domaine des travaux publics, du logement, plusieurs secteurs qui sont importants pour l'économie ivoirienne. Et maintenant, avec la visite de M. le Premier ministre, je sais que nous allons renforcer davantage ces liens de coopération. Passé le printemps arabe et la période de transition, la Tunisie s'attelle désormais à se repositionner sur la scène internationale, une dynamique portée depuis décembre 2014 par son nouveau président, Béji Qaïd Essebsi. Parlons encore de coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le départ de la revitalisation de cette coopération a été marqué par la 8e session de la Grande Commission mixte ivoiro-tunisienne aujourd'hui. Les chefs des deux gouvernements étaient présents à cette rencontre à l'issue de laquelle plusieurs projets d'accord seront signés. Le reportage de Michel Digré. 14 ans après la tenue de la dernière session de la Grande Commission mixte ivoiro-tunisienne, les chefs de gouvernement des deux pays donnent un coup d'accélérateur
à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Cette 8e session qui s'ouvre ce lundi devrait aboutir à la signature de plusieurs projets d'accord. La Tunisie offre beaucoup de potentialités, notamment donc dans le domaine du tourisme, dans le domaine disons, de la formation professionnelle, dans le domaine de l'équipement. Et ils ont un secteur privé qui est de qualité. Vous savez que c'est la société Soroubat qui a continué l'autoroute entamée par le président Houphouët-Boigny et qui relie maintenant cette autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc on a des hommes d'affaires tunisiens de qualité qui sont déjà en place et nous devrons pouvoir accélérer ça dans des domaines qui nous intéressent particulièrement, notamment le domaine agricole, la transformation des produits agricoles, l'agro-business, dans le domaine aussi des TIC, puisque les deux ministres tunisiens et ivoiriens sont rencontrés à plusieurs reprises. On peut développer donc les technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans le domaine des services dont on parlait tout à l'heure, le tourisme, mais aussi, disons que les infrastructures au niveau de l'aéroport, des ports, etc. Les questions de sécurité seront également au cœur de cette session. La Tunisie a été touchée par des actes terroristes. La Côte d'Ivoire a été dernièrement touchée par un acte terroriste. Nous sommes décidés ensemble pour échanger les expériences, échanger les renseignements, pour être ensemble dans la lutte contre le terrorisme qui s'internationalise. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont été initiées en janvier 1965 par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Habib Bourguiba. Une quarantaine d'accords de coopération lient déjà les deux pays. Le volume d'échanges entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie est en hausse de 29% en 5 ans. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, l'a annoncé lors du premier forum économique ivoiro-tunisien, un forum qui doit consolider la coopération entre les deux pays. Le forum favorisera la mise en place d'une nouvelle plateforme de rencontre entre les opérateurs économiques des deux pays et aussi l'accès aux opportunités d'affaires. La Tunisie est aujourd'hui la première destination santé sur le continent africain. Le pays a réussi à se positionner comme tel grâce à sa maîtrise des technologies médicales au service des malades. Mieux, 8% du PIB du pays repose sur les structures numériques. L'État tunisien a su promouvoir des entreprises très performantes, reconnues à l'échelle internationale. La délégation tunisienne d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, ici présente, compte près de 70 entreprises. Ils ont fait le choix de venir en Côte d'Ivoire pour prospecter les opportunités offertes, tant au niveau public que privé, et nouer des relations d'affaires avec les partenaires ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire est consciente de ces points forts de la Tunisie. Le gouvernement ivoirien entend tirer le meilleur de cette coopération sud-sud. Dans le domaine de l'agriculture biologique, la Tunisie se classe au rang de deuxième pays le plus important en Afrique, après l'Ouganda. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente près du quart du produit intérieur brut et occupe les 2/3 de la population active. La Côte d'Ivoire pourrait bénéficier de l'expertise tunisienne pour développer cette agriculture biologique plus prisée par les marchés occidentaux. Dans certains secteurs d'activité, la Tunisie apporte déjà son expertise au pays, notamment dans l'industrie mécanique, électrique et les TIC. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de compétences pour nous accompagner dans cette voie de l'industrialisation. Je crois que ce pays aujourd'hui est une opportunité pour nous. Une vision que saluent les mondes des affaires tunisiens et ivoiriens. C'est l'occasion pour nous, avec l'arrivée du Premier ministre, de relancer la machine, faire en sorte que ce partenariat soit tiré par le secteur privé. On est très convaincus des opportunités dans les deux pays. On est ouvert à toute proposition. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie datent du 15 janvier 1965. Elles seront d'ailleurs célébrées ce soir à la faveur du dîner offert au chef du gouvernement tunisien. Dominique Ouattara est à Genève, en Suisse. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut faire évoluer les textes sur le travail des enfants en vue de la prise en compte du modèle africain de socialisation par le travail. Il est primordial de faire la différence entre les enfants des paysans qui vont à l'école et rejoignent leurs parents après les heures de cours et les enfants victimes de la traite et de l'exploitation. Abiba Dambélé, Saoui. Encore un pas dans la lutte contre l'exploitation et la traite des enfants en Côte d'Ivoire.
L'Organisation internationale du travail, OIT, et les acteurs de la lutte contre le travail des enfants partagent la même philosophie et les mêmes valeurs. La Première Dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'OIT et ses experts. Au centre des échanges, le fait que les populations ne comprennent pas que l'on confère le statut d'enfant travailleur à des enfants scolarisés qui, en dehors des heures d'école, exécutent dans le cadre familial des activités qui ne mettent pas en péril leur santé et leur assiduité scolaire. La présidente du Conseil national de surveillance, Mme Dominique Ouattara, a rappelé tous les efforts fournis par son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le phénomène de la traite. Cet entretien s'est particulièrement bien passé. Monsieur Guy Ryder a été sensible à notre plaidoyer concernant les enfants de paysans et nous avons convenu de faire une liste de travaux légers et dits socialisants que nous allons pouvoir faire pour que les enfants des paysans et les autres, les enfants qui vont à l'école, puissent faire sans être comptabilisés comme enfants victimes. Pour sa part, le directeur général de l'OIT a salué l'engagement de la Première Dame à lutter contre le travail des enfants. Il a indiqué qu'il faut redoubler d'efforts pour éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici 2025, dans le cadre de la cible 8.7 des objectifs de développement durable et créer une alliance mondiale. Nous avons eu une réunion très productive sur les mesures que nous pouvons prendre ensemble pour avancer la lutte contre le travail des enfants à la Côte d'Ivoire. Et ce qui était surtout positif, c'est que nous avons trouvé très facilement les points de convergence, les points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Les deux personnalités ont adopté les travaux des experts. Il s'agit entre autres de l'introduction de la notion de travail léger pour les enfants de 13 à 15 ans dans la législation nationale et utiliser également cette notion dans le cadre de la mesure statistique. L'OIT s'est engagé à fournir une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de révision des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Les deux parties ont souligné la nécessité de récolter des données statistiques fiables sur le travail des enfants à travers l'Institut national de la statistique. Soulignant que la présidente du Comité national de surveillance était accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dosso Moussa, du directeur général du Conseil Café Cacao, d'un représentant du patronat et d'un représentant des travailleurs. Tous les acteurs ont salué l'initiative et relevé le succès de la mission. Soroki Bafori Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, convoque les députés à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 qui va se tenir le mercredi 27 avril prochain à 14h30 au palais de l'Assemblée nationale. Et puis en Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises par le gouvernement pour une meilleure couverture des risques. Les pluies diluviennes causent toujours beaucoup de désagréments, pertes en vie humaine, dégâts matériels. Cette année donc, à quelques semaines de la saison des pluies, le pays se dote d'un schéma national d'analyse de couverture des risques. Abou Sanogo nous explique ce à quoi cette stratégie va servir. C'est le schéma national d'analyse et de couverture des risques. Il permet aux autorités ivoiriennes de disposer d'un outil, de faire le point de la situation réelle des catastrophes potentielles d'une région donnée et d'évaluer les moyens de riposte pour mieux préparer les différents plans d'intervention lors de la survenue d'une catastrophe. Et ce document a été présenté au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et au ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï. Tous les pays doivent avoir un SNACR parce que ce n'est pas quand la catastrophe survient que nous allons chercher les moyens et comment faire face. Il faut être prêt. C'est ce qu'on appelle la prévention. Il faut prévenir les risques pour mieux les attaquer lorsque ces risques surviennent. Si vous ne prenez pas les dispositions, si on ne sait pas les catastrophes auxquelles nous sommes exposés, par exemple à Bouna, nous ne pouvons pas préparer les équipements en conséquence et former les agents, qu'ils soient pompiers civils ou pompiers militaires de ces localités en conséquence. Donc le SNACR nous permet d'anticiper et d'être prêt lorsque l'événement survient pour une meilleure riposte afin de mieux protéger les populations. La Côte d'Ivoire se dote ainsi d'un schéma de prévention des risques. Un document qui s'inscrit dans le cadre d'un programme financé par la France à travers le programme d'appui à la protection civile de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone.
La gestion des affaires publiques, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption vont de pair avec la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance le sait, elle veut donc mener à bien sa mission. Elle a invité la Haute Autorité pour la transparence de la vie de France. Objectif, le partage des expériences. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de France, en mission de travail en Côte d'Ivoire, sur invitation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Un partage d'expériences pour la mise en œuvre des lois, notamment sur la déclaration de patrimoine pour assurer la transparence de la vie publique. Votre visite de travail en Côte d'Ivoire va non seulement contribuer au renforcement des liens d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire, mais elle va surtout nous permettre de bénéficier et de capitaliser l'expérience avérée de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans nos stratégies de prévention et de lutte contre la corruption. Les hôtes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre d'un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous allons proposer au président de la HABG de nouer un partenariat assez structuré à l'avenir pour faire en sorte qu'à l'issue de ce séminaire, d'autres séminaires de formation, que nous puissions accueillir à Paris, notamment les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle des déclarations de patrimoine ou qui sont chargés de mettre en œuvre le système d'information de la HABG. Et puis ensuite, sans doute, de lancer un réseau international des autorités en charge de la transparence et de la bonne gouvernance à travers le monde, parce que ça nous paraît absolument essentiel de lutter au plan international sur les phénomènes d'évasion fiscale qui touchent absolument tous les pays du monde. L'organigramme de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ses missions, ses objectifs et ses organes de gestion ont été présentés aux hôtes français. La douane entend faciliter l'accès aux services par voie électronique et faire appliquer partout et de la même façon les procédures, ce qui va permettre de faciliter les échanges internationaux et améliorer les prestations. C'est en tout cas ce qui va ressortir des assises annuelles des dirigeants de douane d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Lansine Bakayoko, Adamakoni. Face à l'accroissement du volume des échanges, assurer le recouvrement des recettes par les méthodes traditionnelles devient complexe, voire impossible. Aujourd'hui, il est urgent d'aller vers la modernisation des services et des prestations. Voilà l'objectif des assises de la communauté douanière africaine dont les travaux ont démarré ce lundi par la 16e réunion du comité des experts. L'enjeu de cette importante réunion est de préparer et de faciliter la tenue de la conférence des directeurs généraux des douanes. Cette conférence des directeurs généraux, la 21e, met le numérique au cœur des réflexions. Il s'agit d'informatiser les outils de recouvrement et d'interconnecter les différents systèmes de la région Afrique. Sur ce chantier, l'administration douanière ivoirienne assure un véritable leadership. La Côte d'Ivoire héberge le bureau régional de renforcement des capacités de la région AOC. La douane de Côte d'Ivoire est devenue le véritable leader en matière de transit, est également le leader désigné en matière de développement informatique. En tout état de cause, l'Organisation mondiale des douanes se dit disposée à accompagner davantage les douanes ivoiriennes, notamment pour le transit, l'élaboration du plan stratégique et le management. Des réformes que les opérateurs économiques voudraient moins contraignantes. On nous dit que ça va faciliter la traçabilité au niveau des opérations douanières. Mais on pense que toutes ces opérations-là n'auront pas un coût supplémentaire sur nous. D'autres problématiques comme la gestion coordonnée des frontières, la problématique de l'aide humanitaire, la gestion des sociétés d'inspection et les problèmes sécuritaires sont également inscrites au programme. Depuis le début des années 2000, des succès notables ont été enregistrés dans la lutte contre le paludisme. Pourtant, cette maladie infectieuse continue chaque année de faire plus de 400 000 victimes, dont une grande majorité d'enfants de moins de 5 ans. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui, l'ensemble des partenaires sont appelés à redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif fixé par la communauté internationale de réduire de 90% le nombre de cas mortels d'ici à 2030. Ici en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est passé à 33% en 2014.
En Côte d'Ivoire, le paludisme est la première cause de consultation et d'hospitalisation. Pour remédier à cette situation, des actions sont menées par le gouvernement, à savoir la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA et des soins donnés gratuitement. Aujourd'hui, ces actions ont payé. Le taux de prévalence hospitalière a baissé de 17%. La prévalence hospitalière du paludisme est passée de 50% en 2010 à 33% en 2014. Et le taux a baissé parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Et ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on dépiste tous les cas. Et on est parti aussi dans la communauté. Tous les villages qui sont reculés, ils bénéficient de la prise en charge du paludisme, surtout chez les enfants, par les agents de santé communautaire qu'on appelle les ASC. Les campagnes de sensibilisation donnent aussi de bons résultats. Ce 25 avril, à la Riviera Mbadon, lieu de célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, les mamans partagent leurs astuces. Quand j'ai le palud, je me dirige au dispensaire. Le docteur, mes amis, et maintenant il me donne des médicaments, il me donne les moustiquaires imprégnés pour pouvoir me protéger contre les moustiques. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital. C'est pareil pour mes enfants. Pour éviter le palud, je mets ma fille sous les moustiquaires. Moi-même, je dors sous la moustiquaire. Après moustiquaire, on évite les eaux usées, on évite la saleté autour de nous. On finit pour de bon avec le paludisme. C'est avec cette thématique que l'OMS s'est fixé comme objectif de réduire de 90% les cas de paludisme et les cas de décès afférents dans le monde. En politique, le PDCI va avoir son musée, un lieu de pèlerinage, de conservation et un lieu de repère. Ce musée sera construit à Yamoussoukro. La cérémonie de pose de la première pierre du musée du PDCI s'est déroulée là-bas même à Yamoussoukro. La construction de ce musée va coûter 350 millions de francs CFA et les travaux vont durer 2 ans. La fondation Espoir PDCI RDA et son président Zié Daouda Koulibaly Pelewolenya vont doter le PDCI RDA d'un musée. Un endroit pour découvrir et faire connaître l'histoire du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Au cours de l'histoire, les hommes ont compris qu'il était important de conserver les traces du passé pour qu'elles ne s'abîment pas. Avec la confiance de M. et Mme Henri Konan Bédié, aucun obstacle, aucune embûche n'entamera notre détermination. Car pour nous, 70 ans du PDCI RDA, ça se fête. Mais mieux, ça se conserve. Ce musée sera construit à Yamoussoukro sur une superficie de 1 hectare, terrain offert par le maire de cette commune. Le musée va coûter plus de 350 millions de francs CFA grâce à l'apport de partenaires privés. Il comprendra des salles d'exposition, de conservation et des sites pour diverses activités. La première pierre de ce musée a été posée par Emmanuel Niamien-Ngoran, vice-président du PDCI RDA. Il salue d'ailleurs l'initiative. Nous voudrions féliciter M. Zié Koulibaly. Nous savons son enthousiasme et sa détermination pour prendre des initiatives innovantes et enrichissantes pour le rayonnement du PDCI RDA. Recevez notre soutien pour la bonne fin de votre projet. Le musée du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, PDCI RDA, sera livré à la fin 2018. Vous le savez, Papa Wemba est décédé hier. L'épouse de l'artiste congolais est à Abidjan. Elle est accompagnée d'une forte délégation venue de Kinshasa. Elle arrive le lendemain donc du décès de son époux qui participait au Festival des musiques urbaines d'Anomabo. Jules Chungu Wemba Dio, de son vrai nom, est l'une des plus grandes figures de la musique congolaise. Le roi de la rumba congolaise avait 66 ans. Isaïo Aboussanogo. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Il est un peu plus de 11 heures. Une délégation vient d'arriver de la République démocratique du Congo. Elle est composée du gouverneur de la province du Sankuru et de Marie-Rose Amazon, la veuve de Jules, Shungun, Wemba Dio, Peneki Kumba, Papa Wemba. Elle est accueillie par les autorités ivoiriennes. Dans le tunnel qui mène au pavillon d'honneur, l'atmosphère est lourde. Maman Amazon est inconsolable. Je suis là, papa. Papa, notre belle histoire. Il ne fallait pas que ça se termine comme ça. Les yeux rougis par les larmes.
La tristesse se lit sur les visages. Le pavillon d'honneur affiche véritablement un visage très pâle. Autorité, amis, connaissances, proches et parents s'expliquent difficilement et péniblement ce qui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche sur la scène du Femia 9 avec Papa Wemba. Pour le gouverneur de la province du Sankuru, c'est tout le Congo et toute l'Afrique qui pleurent le chef du village Molokai. C'est une icône. Et il a donné toute sa vie, toute sa jeunesse pour la musique. Et donc c'est tout un symbole qu'il vienne rendre l'âme ici, micro à la main. Une rencontre est prévue entre autorités ivoiriennes et congolaises pour s'accorder sur la conduite à tenir. Ce que nous allons proposer et qui a déjà été arrêté avec le Premier ministre, c'est que la Côte d'Ivoire rende un vibrant hommage à Papa Wemba. La dépouille de Papa Wemba sera conduite en République démocratique du Congo dans les 48 heures après les formalités d'usage. Les musiciens et danseurs de Papa Wemba sont encore sous le choc. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Tokone, les a rencontrés. Elle les a rassurés et leur a apporté le réconfort du gouvernement. Ils vont bénéficier d'une prise en charge psychologique. Les musiciens et danseurs de la star congolaise de la rumba, Papa Wemba, se remettent difficilement de leur émotion, même si le chef avait l'habitude de leur parler de la fin de sa mission sur Terre. C'est une promesse que Papa nous promettait des fois. Il nous disait qu'il va nous quitter sur scène devant beaucoup de gens et c'est réalisé. C'est vraiment choquant pour le peuple congolais ainsi que pour tous les peuples africains. Aujourd'hui, avec cette brusque disparition, ils se sentent seuls. C'est un baobab pour nous. Donc on demande vraiment votre soutien, surtout le soutien de la Côte d'Ivoire, le pays où Papa Wemba nous a quittés. Le gouvernement ivoirien, sensible à leur traumatisme, a dépêché auprès d'eux la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Maria Tokone a échangé avec chacun d'eux avant de les rassurer du soutien du gouvernement. Dans les échanges, on a compris qu'ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin de soutien matériel, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont besoin de soutien financier, mais je pense que c'est surtout le côté moral qui est important. Le gouvernement ivoirien est disposé à les accompagner. Nous sommes à leur côté, nous les soutenons. Nous avons déjà hier apporté la compassion de la nation ivoirienne et nous allons les accompagner. Ils sont au total 22 musiciens et danseurs qui méditent sur la suite de leur carrière. Le monde de la musique pleure aussi. Le concepteur de la danse Va-Va, Dikaël Yadé, l'artiste ivoirien est décédé à Paris. Son corps a été découvert dans son appartement hier. C'est dans les années 90 que Dikaël Yadé a fait son apparition sur la scène musicale ivoirienne. Il laisse derrière lui 4 enfants. Réouverture de la station de métro de Malbec en Belgique où l'un des kamikazes s'est fait exploser lors des attentats du 22 mars dernier. Des dispositions adaptées ont été prises afin de mettre en place un niveau de sécurité approprié partout sur le réseau. La station métro Malbec de Bruxelles a rouvert ce lundi. Cette station métro était fermée suite aux attentats de Bruxelles survenus le 22 mars. Pour cette réouverture, plusieurs dispositifs sécuritaires sont pris. La station fonctionnera dorénavant de 5h30 à minuit et demi au lieu de 6h à 22h. Les accès resteront limités pour l'instant à 2 entrées et sorties. Une situation que comprennent les passagers. C'était pour des bons motifs, je peux comprendre. Il faut quand même pouvoir analyser, régler tout ce que c'est. S'il y a eu des dégâts, tout ça je peux comprendre. Plusieurs personnes se sont déplacées à Malbec ce lundi pour écrire des messages aux familles de victimes ou simplement se recueillir en apportant des fleurs. Je l'ai tout regardé et ce qui m'a plus frappé, c'est un message qu'il y avait. C'est par là, il a écrit « C'est l'amour qui gagne » et c'est ça que je pense moi aussi. Je suis venue pour réfléchir, j'ai mis une fleur et j'ai écrit des mots pour soutenir les familles. Le vendredi dernier, la Belgique a rendu hommage aux victimes des attentats du 22 mars.
le gouvernement a informé qu'il mettrait en place pour les victimes et leurs proches un statut semblable à celui des victimes de guerre, prévoyant une aide financière pour le dommage moral subi et des mesures sociales, retraite et remboursement à vie des frais médicaux. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.